Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera entièrement consacrée au manga de l'année 2025. Voilà, c'est la tradition. Après le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, on revient avec des valises pleines de nouveautés manga. Et il y a quelques mangas qui risquent de dynamiser un peu le marché cette année, mais on est loin de ne voir que des nouveautés. La semaine dernière d'ailleurs on parlait réédition et là ça semble être bien. Le marché de la réédition, ça a l'air toujours plus gros, toujours plus fort. Regardez, juste sur le premier semestre, on en a compté une vingtaine. C'est beaucoup. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que plus d'une vingtaine en 6 mois, ça veut dire qu'en 6 mois, on est à presque 4 nouveaux tomes d'une réédition, enfin tome 1 d'une réédition ou one shot d'une réédition par mois. Donc un nouveau code barre, un nouveau truc. 2, oui voilà. Oui. 6. Non, j'ai dit combien ? Oui, c'est pas. Oui, 4 nouveautés en 6 mois, 4 nouveautés par mois sur les 6 premiers mois. Non, c'est énorme. Ça veut dire que tu vas chez ton libraire et en plus c'est des bouquins qui coûtent assez cher en général. Qui sont assez gros, assez lourds, assez denses. C'est marrant parce que c'est comme s'il y avait eu une première vague des titres un peu classiques qui ont été réédités. Maintenant, on passe au second couteau un petit peu. Je parle pas du tout en termes de qualité de titre, évidemment. Mais du coup, j'ai l'impression que ça tente un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Après avoir la qualité des bouquins. Ouais, puis c'est un peu ce que je disais la semaine dernière dans l'émission. Il y a des titres comme Promise Neverland, mais en fait, ça va faire déjà 10 piges, quoi, finalement. Et oui. Ouais, le temps est passé quand même super vite. Après, ils étaient encore disponibles ils sont encore disponibles en édition nord. Bien sûr, classique. Mais bon, maintenant, comme tout le monde veut son beau livre. C'est vrai que ayant acheté une bibliothèque ce week-end, j'ai rangé. C'est pour mettre tous tes achats d'Angoulême. J'ai rangé les Lone Wolf Cub parce que jusque-là, je n'avais aucune étagère qui tenait bien. J'étais content de les avoir quand même. Hein. Et moi, ils sont tout en bas, c'est eux qui tiennent l'étagère. Oui, mais c'est eux l'étagère en fait, je pense. On fait le point sur les nouveautés manga de 2025 dans cette émission, alors restez avec nous, c'est la 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes dans la 5e de couve, merci à tous de nous écouter aussi nombreux chaque année. Et attention, on tourne le doigt 2024. Pour regarder, alors pas trop fort, pour aller regarder 2025 dès maintenant, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer les nouveautés manga. Toutes ? Non. On a dû faire un tri évidemment, mais on a déjà du stock. Je pense qu'on va évoquer près de 40 titres dans cette émission. Wow. Salut Cagnard, salut Johnny, salut Julie. Salut le compte en banque des auditeurs. C'est nous. Tu n'existes plus, au revoir. Non mais ça va, ouais, on fait vite. On trie. Oui, on fait vite. Et puis surtout, on vous dit pas tout acheter, hein, franchement. Surtout les titres de Dlo. Par exemple. On va voir. On commence cette émission avec quelques enjeux des éditeurs pour 2025. On allait sur 4 des 5 plus gros éditeurs français et on commence avec le premier éditeur du marché, Glénat, qui cet été va lancer un manga appelé Rouri Dragon ou Rouri Dragon, je sais pas s'il faut faire le N. L'histoire d'une adolescente qui découvre qu'elle est une métisse moitié humaine, moitié dragon, ce qui chamboule un peu sa vie et qui l'oblige à s'adapter à ses nouvelles capacités tout en jonglant avec les défis de l'adolescence, les cours, la vie, tout ça. C'est très sympa. Enfin, dit comme ça, c'est très chiant en fait. mais c'est un peu quand, justement, ma première lecture, quand j'ai commencé à lire, c'était très tranche de vie. Et moi, j'aime pas trop la tranche de vie. Mais j'avoue, Max me l'a fait penser plus tard en parlant tous les deux. Il y a un côté très Fujimoto dedans. Et j'avoue, c'est ça qui m'attire aussi bien dans le dessin que dans l'histoire. Et je veux voir ce que ça donne finalement. Moi j'ai un peu cette impression là, tu sais, comme un spin-off tranche de vie d'un personnage de Chainsaw Man qui est en fait une fille moitié humaine, moitié dragon et il va se passer, je me demande ce qui va se passer dans le tome 2 en fait. C'est le tome 1 où il se passe rien, donc c'est vraiment tranche de vie et surtout c'est très what the fuck dans le sens où elle se lève, mais c'est les premières pages, elle se lève, elle a des cornes, puis elle fait j'ai des cornes, et puis sa mère elle fait ça pouvait arriver.
Et puis à l'école, elle fait t'as des cornes, trop cool. Genre en fait, tout le monde trouve ça normal. Il y a un côté vraiment décalé dessus et j'avoue j'aime bien ce truc-là. C'est des gros points de ce manga avec sa mère qui lui dit oui, c'est normal, ton père c'est un dragon. Est-ce que toi aussi t'as pensé à ce à quoi je pense maintenant quand tu lui as dit oui, ton père c'est un dragon? Ouais. Bah, oui. Surtout quand on a vu l'ombre de l'image et je fais comment vous avez fait pour concevoir cette femme, même si en vrai la question va être posée à un moment. Ça a l'air d'être un vrai dragon, oui. un peu sous forme humaine, mais il avait des écailles, une tête pas humaine. Mais il doit avoir une forme humanoïde. Non mais il doit y avoir un truc, mais ça se trouve on le verra peut-être jamais en fait, c'est tellement what the fuck que ça se trouve on le verra jamais. C'est un très très gros succès au Japon, hein, Rory Dragon. Les premiers chapitres, le tome 1 c'était vendu vraiment par dizaines de milliers d'exemplaires. Ouais, mais ça c'est les gens qui étaient fans de Monster Musume, je pense. Et c'est publié dans le Weekly Shonen Jump. Après, il y a eu une grande pause pendant plus d'un an, je dirais, ou plusieurs mois en tout cas, pour le mangaka. Et ça a repris, et ça arrive enfin en France cet été. Ce sera aux éditions Glénat. Rory Dragon, gardez un œil dessus. De toute façon, la couverture, vous n'allez pas pouvoir le rater avec cette couve-là. Non, puis même, on rigole, mais en vrai, les thèmes abordés, c'est des thèmes qu'on apprécie. C'est la découverte de l'adolescence. C'est pas des thèmes qui sont comme ça, on fait la bagarre. C'est pas what the fuck. Pour le coup. Oui. C'est pas tant what the fuck comme titre. C'est plutôt un peu poétique, un peu bizarre, un peu weirdo. Moi, je sais pas trop sur quel pied danser sur cet album encore, mais la lecture du tome 1, en tout cas, elle était agréable. En fait, moi, tout ce que je rêve, mais je projette, hein, c'est peut-être pas ce qui va arriver, c'est qu'ils fassent un clan de mi-humains, mi-monstres et qu'ils aillent oui, c'est vrai que là, elle est toute seule. tuer des démons. Oh non. Les pouvoirs arrivent pour tous. Attends, elle crache du feu, c'est vachement bien déjà. Ouais. C'est bien pour le barbecue. Autre titre, celui-là il va arriver dans pas longtemps et on va pas en dire beaucoup puisque on va consacrer une émission dans 2 semaines à ce manga et à d'autres, mais évidemment, mais on en parlera un peu plus longuement dans 2 semaines. C'est Kagurabashi, ça sort le 14 février prochain. Là aussi c'est un titre qui cartonne au Japon, qui est très attendu également en France. Kagurabashi, c'est l'histoire du fils d'un forgeron de katana légendaire qui se lance dans une quête de vengeance, prêt à tout pour retrouver les assassins donc de son père et ceux qui lui ont volé des katanas au pouvoir incommensurable, des katanas qui ont mis fin à la précédente guerre des sorciers. Et alors là, c'est de la patate de sabre. Ouais. C'est le vrai banger de 2025. Je vous le dis. Il aura tenu un titre. Non, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans la mouvance Demon Slayer au début, mais finalement après tu vois qu'il y a beaucoup de membres découpés, beaucoup d'hémoglobine sur toutes les pages, sur vraiment tous les coins. Et j'avoue, c'est les pouvoirs, le dessin, il est vraiment fort. Et les cernes sous les yeux, t'as vu les cernes sous les yeux? Moi j'ai pensé à l'Attaque des Titans en direct en fait. Oui aussi, j'attends beaucoup de ce titre, j'attends de voir les sorciers, ce qu'ils vont faire. Voilà, mais on en parlera un peu plus longuement dans 2 semaines, c'est promis. Parlons d'un autre titre qui lui sortira au mois d'avril, c'est Phantom Buster, ça sortira chez Kiun. On est dans un monde contemporain, dans notre monde contemporain, à Kamakura, qui est une ville japonaise historique en bord de mer. Et là, une équipe improbable d'exorcistes lycéens se met en quête d'affronter les forces surnaturelles qui les entourent, avant de faire face à des dangers bien plus grands. Mais d'abord, on déconne un peu. Oh, c'est tellement drôle. Enfin, ouais, pour le moment, c'est vraiment, on est sur du tome 1 fun, avec du monstre quand même, mais il y a vraiment pour le coup, il y a une construction de shonen neketsu, on va dire, qui est assez particulière. Déjà, c'est une construction à 3. Ce que je trouve déjà bizarre, et tu sens qu'ils vont faire rentrer d'autres personnages et pour le coup moi le point fort que j'ai trouvé dans cette série, c'est l'humour. Pour le moment, l'humour est assez absurde, ça m'a fait pas mal rigoler, je trouvais ça très cool. Alors ce que Cagnard ne dit pas, c'est que le point principal, la qualité principale qu'il a trouvé à ce manga, c'est que dedans il y a un des personnages qui est fan de Slam Dunk aussi. Ouais. Alors attention, parce que on te fait des clins d'œil, mon gars. La manière dont c'est arrivé, donc effectivement c'est pas un énorme spoil, hein, ça arrive assez vite dans le bouquin. Il y a littéralement une dédicace à Slam Dunk. Leur Slam Dunk est le meilleur manga et tout. Et j'avoue que moi perso, ça m'a un peu sorti du récit. J'étais un peu genre, mais qu'est-ce que ça fait là du coup? On peut continuer l'U-Star s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse plus que le fait que l'auteur soit fan de Slam Dunk, quoi. Mais c'était mignon. Ouais, mais sinon, moi j'aime bien. C'est vraiment très axé sur l'action. Et en même temps, c'est d'une drôlerie et d'une absurdité, tout en gardant ces espèces de moments très touchants de l'adolescence, d'être tout le temps à côté de la plaque, quoi. Donc je trouve ça très prometteur.
Moi, je trouvais que c'était assez classique, mais j'ai vraiment ri sur certaines scènes. Et surtout, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, et je sais pas, quand vous le lirez, vous verrez bien votre sentiment, mais il y a eu un moment, quand il y a un 4e personnage qui est arrivé, je me suis dit, ah, c'est une autrice. Parce qu'il y a vraiment zéro fanservice, entre guillemets, pour les hommes. Et justement, c'est ça qui m'attire, c'est que je me dis, la construction, la réflexion du titre va être un peu différente. Et moi, c'est aussi ça que j'aime bien dans ce titre Phantom Busters. Alors, le fanservice, il l'est dans le fanservice de fans de manga. C'est un fanservice différent. Et c'est pour ça que je disais masculin. Et bon, on dit que le titre est très drôle et compagnie, mais si tu regardes le dernier tome, il y a quand même des intentions assez noires qui sont prononcées, dernier chapitre, pardon. Ah oui, t'as déjà et tu sens que le titre peut très vite basculer. Bah, c'est pour ça, au début, je dis qu'ils font face à ils doivent juste choper des fantômes, Phantom Busters, Ghostbusters. Vous voyez le clin d'œil, évidemment. Mais oui, on sait qu'ils vont devoir faire face à des dangers un peu plus costauds, et c'est ça qu'on attend, c'est qu'il y a un peu plus d'ambition, quoi. Ouais, c'est clair, mais ça en fait un titre, je trouve, assez complet, tu vois, qui t'attrape par l'humour, par les références et par les codes qu'on connaît aussi. Et finalement, à la fin, très rapidement, on se dit, attends, finalement, l'histoire va être prise au sérieux, ça va pas juste être une tranche de vie comédie au bord de la plage. Autre manga qui devrait peut-être cartonner, en tout cas c'est un enjeu pour son éditeur français Kurokawa, c'est Centuria. Centuria, c'est un manga très étrange. Un manga de dark fantasy assez cruel dans lequel un personnage qui s'appelle Julian se retrouve à bord d'un navire d'esclaves qui se font tuer par une entité monstrueuse. En échange du sang de ces 100 esclaves, cette entité elle offre à Julian une force, la force de ces 100 personnes combinées et leur vie, leur 100 vies. Julian a donc désormais 100 vies et il est désormais investi d'une nouvelle puissance et il se sent redevable. Il décide donc de protéger et d'élever un enfant qu'il a recueilli sur le bateau et de mettre à profit ses 100 vies pour lutter contre un roi tyrannique. On a pour l'instant les premiers chapitres sont dispo en anglais sur Manga Plus si vous le souhaitez. Et alors là on est sur une sorte de la dark fantasy, mais en même temps un peu réaliste, un peu... Mais non, clairement, j'avoue, on sait pas trop ce qu'on lit. C'est assez chelou, mais on a envie de voir la suite. Donc, moi, j'ai lu que les premiers chapitres sur Manga Plus. En plus, je parle pas anglais, donc c'est compliqué. Donc, je rigole. J'ai quand même compris. Franchement, l'anglais, je pense que tout le monde peut le comprendre. Après, on devine... genre il y a un bateau qui s'écroule, on se devine que c'est ça qu'ils sont en train de dire, quoi. Mais sinon non, en vrai c'est sympa. Moi je veux voir tout. Je mets encore une nouvelle pièce sur ce titre comme ceux d'avant. Mais on en reparlera puisque ça va sortir aussi à l'été. Centuria, Phantom Buster en avril, Kagurabashi en février, ça c'est le premier, puis Ruri Dragon à l'été aussi. Déjà 4 grosses cartouches quand même, malgré tout sur cette année. 4 titres qui, après il faut voir un petit peu plus sur plus de tomes, mais ça peut être déjà 4 bonnes cartouches, 4 titres qu'on retrouverait dans notre top de dans un an. Oui, c'est ça. Et puis, il faut vraiment rappeler aux auditeurs qu'on lit des tomes 1 et comme dit Joe, en fait, on mise des pièces en se disant ça a l'air bien, ça a l'air bien. Ou on mise pas. Hein. Regarde, Bugle Call, j'avais pas misé. Hein. Après, là, en l'occurrence, c'est les éditeurs qui misent aussi sur ces titres-là, ce qui normalement nous donne des indices sur le fait qu'ils pensent que ça peut avoir c'est que quand nous, du succès en France. Quand nous, on dit enjeu, c'est ça un enjeu pour eux. C'est qu'ils estiment que ce titre, que justement, il va y avoir le plus de popularité, ou en tout cas, ils le veulent. Et globalement, c'est ceux sur lesquels vous allez voir le plus de pubs sur Internet, dans les transports en commun, dans les magazines, dans les journaux, sur YouTube, un peu partout. Donc Ruri Dragon, Kagurabachi, Phantom Busters et Centuria. Mais bien sûr, il y a d'autres titres dans cette année 2025 qui ont retenu notre intérêt. Je vous propose pour commencer d'aller au lycée. On repart tous au bahut pour une petite série de titres. On commence avec Secret Bodyguard, Julie. Oui. Secret Bodyguard, c'est l'histoire de Ibuki Arakuni, un voyou de lycée, devient le garde du corps secret de son ami d'enfance, Oneko Akabane, pour la protéger des assassins, sans qu'elle découvre ses origines liées à la pègre. Mais dans la classe, il n'y a pas forcément que des élèves. Alors en fait, il y a aucun élève ou presque, enfin bon bref, peut-être c'est le un professeur twist qui vient le professeur et professeur. Oui, on sait pas trop effectivement. Mais il est pas élève du coup. Et voilà. Mais non, c'est vraiment un titre très très sympa parce que il y a vraiment. Enfin, moi, je pensais pas que j'allais
aimé alors qu'il y avait vraiment que de l'action. Ah oui, c'est baston, c'est page 1. baston. Et puis comme c'est des assassins ou des assassins en devenir, on va dire, ils sont, il y a des armes, il y a des explosions, il y a des stratégies qui sont mises en place, qui sont vraiment très très intéressantes, très drôles. Et il y a vraiment un côté as-class rom-com qui est vraiment super. Et je trouve que le dessin est super dynamique. Il est un peu rétro, mais il sert complètement le propos de ce manga-là. Et moi, je suis fan déjà dès maintenant, quoi. C'est mon manga, moi. Tu crois qu'il sera à 3 € en 2026 ? Pourquoi ? Pour remplacer As-Class à 3 €. Ah non, je sais pas dans... Rien ne remplacera As-Class. À 3 €. Là, ça n'arrivera jamais, rien ne remplacera As-Class. Mais non, pas encore. Attends, tu mets les... Tu vas beaucoup trop vite en besogne. Secret Bodyguard, donc le tome 1 est d'ores et déjà disponible et c'est aux éditions Pika. Au lycée encore, au lycée toujours, pour un manga appelé Katagi Modoshi, l'histoire d'Aizawa, un lycéen taciturne qui traque des yakuza au pouvoir surnaturel pour venger la mort de son père et sauver sa sœur transformée en statue de pierre. Bingo! Bingo pour Cagnard. Alors c'est un manga qui, pour moi, il s'est vraiment bonifié au fil des pages. L'ouvrage, il est légèrement caricatural au début, voire vraiment beaucoup. Mais plus on avance et plus les personnages, ils s'ancrent de mieux en mieux dans l'inconscient du lecteur. Et pour le moment, on est sur un récit de vengeance qui parle de vengeance, qui mange vengeance, etc. Donc j'espère un peu qu'on va en avoir un petit peu plus. Et à côté de ça, il y a un niveau de dessin qui est assez inégal dans le bouquin, mais qui montre de très belles choses. J'imagine que l'auteur n'a pas eu le temps de s'appliquer peut-être vraiment sur chaque page. Donc il y a un truc où c'est encore un peu frais pour moi, mais je sens du potentiel quand même sur cette série qui a un petit twist scénaristique avec le perso principal qui est assez sympa. Je l'avais pas vu venir et jusque-là c'était un twist que je connaissais pas. Donc c'est un récit que je conseille aux gens qui aiment bien les récits sombres, évidemment, les récits violents. Là on joue vraiment au Yakuza magique et il y a un côté plutôt sympa et une moralité évidemment plus que douteuse comme dans les bouquins que je préfère. C'est un seinen du Young Jump et qui va faire 5 tomes au total et qui est déjà, le tome 1 est déjà disponible. 5 tomes, il y a moyen qu'il fasse tout passer dans l'année ou pas loin en plus. Et c'est aux éditions Crunchyroll. Lycée toujours, avec un manga qui s'appelle Bloom, l'histoire de Rintaro Tsumugi, qui est un élève dans un lycée pour mecs. Il traîne une réputation de voyou à cause de son physique et les choses se corsent quand se développe une relation improbable avec Kaoruko Waguri, l'une des élèves populaires du lycée d'en face, qui est un lycée de filles et qui est le lycée rival du lycée pour mecs. Et ensemble, en défiant tous les préjugés et les rivalités entre leurs écoles, ils vont peu à peu se rapprocher. Voilà. Et encore une fois, c'était un titre qui était assez attendu, qui a une petite réputation dans la communauté des gens qui lisent ce genre de manga. Et en fait, c'est quand même un shonen. Enfin, je veux dire, tous les points de vue, les émotions sont quand même les ressentis du garçon. Et c'est sympa de voir justement comment faire un petit peu des nouvelles soupes dans des vieux pots, quoi. La romance on connaît, le lycée on connaît, les lycées où il y a des romances on connaît, mais c'est sympa de se dire allez, essayons de tester des nouvelles recettes avec des nouveaux personnages, des nouvelles dynamiques entre ces personnages-là. Et en fait, c'est très frais. Et puis, moi, j'ai envie de savoir la suite très vite, quoi. Ça s'appelle Bloom et c'est aux éditions Nobi. Le tome 1 est d'ores et déjà disponible. Alors là, on va plus au lycée, on va à la fac. C'est pas loin, c'est l'étape d'après, pour vous parler de Shin Zero. Shin Zero, c'est une création française qui est aux éditions Rue de Sèvres. Est-ce que vous voyez le concept de livreur ? Vous voyez les mecs qui ont les scooters ou les vélos avec les petites caisses de livraison, ils ont une appli, pour faire Uber, pour faire Deliveroo et tout ça. Vous changez le métier de livreur, mais vous faites tout le reste pareil, mais vous changez le métier de livreur et c'est super-héros Sentai à la place. Ah.
C'est le concept de Shin Zero. C'est ce concept-là et ça marche tout de suite. Tout de suite, tu comprends exactement quelles vont être leurs galères et vers quoi ça va. On est 20 ans après la défaite du dernier Kaiju et donc les anciens justiciers Sentai sont désormais relégués à des petits boulots et tentent de trouver leur place dans un monde qui est désabusé totalement. C'est signé Guillaume Singelin et Mathieu Bablet. C'est magnifique. Je vous le dis tout de suite, c'est très très beau. Il joue sur la couleur avec le Sentai par rapport au travail du noir et blanc. C'est-à-dire que les seules choses en couleur sur une grande partie du manga, ça évolue un petit peu après, mais c'est les personnages Sentai quand ils sont en costume. Ouais, du coup, c'est comme la couve. Parce que moi, c'est la couve qui m'a attiré et du coup, je voulais le lire pour ça. J'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Mais grâce à toi, ça m'a encore donné plus envie de voir l'intérieur. Vu que la couve, en fait, j'ai trouvé super. Vu que tu me confirmes que finalement, c'est la même chose à l'intérieur. Et fan de Last Man, il y a moyen que ça vous plaise énormément Shin Zero parce qu'il y a quelques très légers points communs et puis c'est surtout très fourni, très construit. Tu lis pas un tome de Shin Zero aussi vite que tu vas lire un tome lambda d'un manga Sentai par exemple. Non, et puis 2 auteurs qui sont quand même très très forts. Des pontes. Je crois que c'est la première fois qu'ils bossent ensemble. Je suis pas sûr, peut-être sur une histoire de Doggy Bags avant, quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est fort probable. Mais de toute façon, ils se connaissaient déjà de toute façon. Oui, ils se connaissent depuis très longtemps. Les deux appartiennent au label 619 et je l'ai pas encore lu, je vais pas m'excuser. Non, Joe, désolé. Mais c'est le titre BD qui me donne le plus envie là en ce début d'année. Et ça fera 3 tomes. Au total, le tome 1 est d'ores et déjà disponible. Je vais aussi aller à la fac maintenant pour un titre qui s'appelle La fin du système. L'histoire d'un économiste talentueux, monsieur Camo, qui décide de mettre en pratique ses théories sur les inégalités sociales en empoisonnant le pouvoir pour exposer les injustices du système. C'est une sorte de rebelle, salaud, bâtard, économiste, sauveur. Est-ce qu'il Robin des Bois et bâtard économiste. Tu vois, il y a une espèce de mélange d'un peu tout ça. Mais est-ce qu'il précise quand même que Camo, ça veut dire pigeon, quoi? Oui, c'est l'objet du premier chapitre. Très bien. Il le dit très vite. Bon. C'est l'objet du premier chapitre. Gogo même au bout d'un moment. C'est ça. Pas sûr de la traduction, mais ok. Non, ça fait canard et puis c'est pigeon dans le... Bref. Manga qui m'a fait penser par moment à Ushijima, mais... En Ushijima inversé. En inversé, exactement. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Alors, pas du tout avec le même niveau de noirceur qu'un Ushijima. Attention, on va pas méprendre les auditeurs, mais oui, il y a un vrai côté Ushijima dans le sens où on t'explique vraiment en détail comment fonctionnent certaines arnaques et pourquoi les gens tombent dedans, et c'est normal que les gens tombent dedans. Et donc c'est un économiste, mais finalement c'est pas tant d'économie dont on parle, mais plus de réflexion sociétale et de... Psychologie peut-être, non? Oui, et puis de conditionnement de conditionnement sociétaux en général. Avec... T'allais dire un truc, Anya? Non, c'est ça. De toute façon, il le dit dans le manga. Il pense que parler d'économie, c'est ne pas parler forcément du marché, mais parler des personnes. Et c'est un peu toute la ligne directrice de son manga. Et de ce point de vue-là, effectivement, ça parle de la psychologie des gens, des biais cognitifs pour lesquels ils tombent dans des arnaques ou pas, quoi. Le biais cognitif, c'était le mot que je cherchais depuis 5 minutes. Les deux. Ça s'appelle La fin du système, c'est aux éditions Delcourt Tonka, mais ça aussi c'est déjà sorti. Allons plus loin dans l'année maintenant avec quelques tournants qui vont impacter ou pas, selon vos goûts, le marché manga de l'année. C'est le retour doublement de Boichi qui revient 2 fois cette année. 2 fois chez Glénat, 1 fois chez Pika. Il revient 3 fois finalement. Wow. D'abord, il y a un tome bonus de Dr Stone dans lequel Senku se lance dans la construction d'une machine à voyager dans le temps. Okay. C'est le tome 27 de Dr Stone. TCF. Et ensuite, il y a 2 recueils de nouvelles de science-fiction qui proposeront en tout 14 histoires, signées Boichi. Rien à voir avec Dr Stone, c'est vraiment 2 choses différentes, mais qui vont sortir cette année. Ouais. Et puis Boichi va revenir aussi chez Pika avec le livre des multivers qu'il fait en compagnie de In-Wan-Yoon, le scénariste du nouvel Ongyonchi. Oh, sympa. Mais je sais pas à quoi ça va ressembler. À Cagnard à acheter, là. En fait, le titre m'a fait très peur. Et après, quand t'as annoncé le scénariste, je l'ai fait il fait pas de SF, lui. Donc. C'est ça, mais en fait, t'as oublié qu'on en a déjà parlé, puisqu'en fait, ça existe sur Webtoon. Depuis longtemps, c'est un Webtoon à la base. Et ça a été annoncé, je n'ai vu aucun visuel à part la couverture. Et quand je vais sur Webtoon, c'est un Webtoon, avec tout écrit en très gros. Donc je ne sais pas si ça sera du tout couleur, si ça sera du noir et blanc, je ne sais pas à quoi m'attendre. Si, ils vont faire du couleur, je pense, mais c'est la mise en page, moi, qui me fait peur à chaque fois. Je sais pas. Je sais pas ce qui. Voilà. Et c'est pas dans le label Webtoon de Pika, malgré tout.
Oui. C'est un peu entre deux, quoi. Du coup, je sais pas. Peut-être qu'ils vont le sortir dans les deux versions, hein, tu sais, manga papier et en même temps. Ouais, non, ça serait stupide. Ouais. Bon, Il y en a qui ont fait ça. Je suis sûr que ça serait économiquement pas une si mauvaise idée que ça. Bon, à voir. Donc voilà, un petit marqueur de l'année, c'est le retour de Boichi. Autre marqueur de cette année, c'est l'anniversaire de Pika. Pika a 25 ans. Donc on va avoir le droit cette année à des éditions anniversaires. Et il dévoile aussi une collection appelée Clamp Universe, dont le but est de rassembler toutes les séries emblématiques du studio Clamp qui ont été publiées au Japon, tout éditeur confondu, pour en faire une collection harmonisée. Et les 3 premiers titres à rejoindre cette collection, ça sera Crossolic le 19 mars, Tokyo Babylon en juillet et Clamp School Detective en octobre de cette année. Alors je t'arrête tout de suite, c'est XXX Holic. Mais voilà. On dit tous les X. Mais il y a Okurokawa aussi qui fête ses 20 ans en 2025. Du coup, il y a beaucoup d'anniversaires cette année. Hein. Ouais, c'est 5 de moins que Pika. Oui, mais ils sont quand même là. Mais bon, tout ça pour dire, en tout cas, la nouvelle sur Clamp, là, c'est une super nouvelle. Alors moi, ça dépend pour XXX Holic. Moi, ça dépendra du jaspage, s'il y a la jaspage couleur. Parce que ça vaut très très cher. Comme à l'époque. Et moi, j'en ai plein. Et je cherche un tome. Mais toi tu veux la vieille édition. Non, là on te propose une nouvelle édition harmonisée. Ça va être autre chose. Et puis ensuite des tomes 1 spéciaux anniversaires, avec notamment le tome 1 de Fairy Tail qui va ressortir dans une édition spéciale. Dernier petit marqueur pour cette année, au printemps va sortir la suite de Hubelblatt 2. Allez, le retour de Coinzel. On s'y attendait pas. Ça a été annoncé au Japon, on se doutait bien on en avait parlé. Allez dessus. Donc voilà, le nouveau manga se déroule 1 an après la bataille finale avec Glenn. Coinzel aide à stabiliser l'Empire, mais à la frontière, une nouvelle menace émerge sous la forme des chevaliers du roi déchu, des loyalistes restant de Glenn qui croient en son éventuel retour et évidemment, il sème le trouble. On dirait un nouveau Dragon Quest, quoi. Allez, on y va, c'est parti. On continue d'égrener les titres qui vont rythmer cette année avec un autre manga qui lui est déjà sorti. Il s'agit des 7 chevaliers du royaume des marronniers aux éditions Akata, une histoire de fantasy où 7 chevaliers, tout le titre, malin, fils d'une célèbre générale, sont envoyés en mission diplomatique pour maintenir la paix dans un royaume entouré de tensions. Oui, de 7 royaumes. Non, mais il y en a un peu. Quand t'en parlais tout à l'heure, les marronniers, je crois que c'était une blague. Mais non, c'est le royaume des marronniers, vraiment. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en fait, non, c'est très chouette, mais pour moi, je pense que ça va plus prendre la forme d'un conte, parce que donc l'autrice, ou l'auteur ou l'autrice, c'est Nao Iwamoto, qui avait signé Les Noces de l'or et de l'eau. L'an dernier chez Akata également, et en tout cas c'est comment dire, c'est peut-être pas celui qui va vous éblouir par son graphisme, mais il y a plein d'idées marrantes et de choses qui vraiment redonnent ce goût d'une belle histoire, d'un conte, quoi, avec des princesses, avec des chevaliers, avec des mystères, des sentiments, des choses qu'il faut apprivoiser, et donc il y a Caner qui vient de dire non, moi je lirai pas ça. Non, c'est pas du tout ce que je viens de dire. C'est ce qu'il a dit. Joe m'a montré le bouquin, mais je l'ai déjà vu le bouquin. J'ai dit non merci, je l'ai déjà vu. Mytho, c'est très joli. Et je te confirme, c'est une autrice, et elle a visité Carcassonne, elle était très contente de l'avoir fait pour son moi bouquin. aussi j'ai visité Carcassonne. Et vous? Dites-le nous en commentaire. Je suis perdu, on parlait de quel manga? Les 7 chevaliers du royaume des marronniers. Édition Akata de Nao Iwamoto, l'autrice. Merci Johnny. Parlons maintenant de Tatari aux éditions Glénat, un manga fantastique où un chat yokai vengeur prend la place de son maître assassiné pour découvrir l'identité des meurtriers, mais sa route sera semée d'embûches. Écoute, titre assez surprenant parce que évidemment je vois le visuel, je vois le petit chat, je dis non du coup, non merci pour ce titre, et finalement je me suis lancé, et effectivement au début petit chat mignon avec un frère et une sœur qui sont pauvres, qui essayent de s'en sortir. Alors là aussi on est dans un début un peu énormément caricatural, parce qu'ils sont pauvres, mais du coup tout le monde se fout de leur gueule parce qu'ils sont pauvres. Moi j'ai toujours un peu de mal avec ce truc, sûrement qu'au Japon ça se passe, mais en France j'ai un peu du mal à l'imaginer, genre t'es pauvre et en plus on se moque de toi. C'est Cendrillon, écoute, c'est la logique. Là c'est vraiment Princesse Sarah, quoi. le héros arrive devant
table de classe et il y a écrit t'es pauvre littéralement dessus et je dis bah oui tiens continuons. Bon bref, cette partie un peu enchantée se passe assez rapidement finalement et on va découvrir que le chat est une entité qui va prendre l'apparence du héros pour retrouver qui l'a tué. Et en fait, le récit vire carrément sombre. Ah oui, vraiment. très. Et j'ai trouvé ça assez cool. Le personnage du chat est plutôt c'est plutôt malin la manière dont ils l'ont intégré, dans le sens où il est pas perdu dans cette société parce que ça fait 1000 ans qu'il s'est pas retrouvé dans le corps d'un être humain, mais du coup il connaît très bien comment faire et puis il connaît le personnage parfaitement et très rapidement va y avoir d'autres divinités qui vont débarquer et en fait je me suis vraiment fait prendre par ce tome quoi. C'est un mélange mafia yokai. Ouais, mafia yokai, c'est ça. Et en plus effectivement le côté il n'y a pas le décalage marrant de certaines séries avec l'ancien monde, le nouveau monde. Oui. Il sait très bien se servir d'un téléphone portable. Non, il sait, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est... Par contre, c'est vrai que c'est sombre. Le tome 1 sort cette semaine, ça s'appelle Tatari aux éditions Glénat. Parlons de Sanda maintenant, l'autrice de Beastars qui est de retour avec une comédie d'action déjantée qui revisite le mythe du Père Noël où le protagoniste découvre ses pouvoirs et accepte une mission pour sauver une amie disparue et sauver le monde des enfants et de la magie des adultes monstrueux. Bah ouais. Et franchement, on retrouve le côté Beastars, mais sans les bêtes, quoi. C'est vraiment là des humains qui doivent se bagarrer dans une espèce de futur dystopique où il y a tellement peu d'enfants que le mythe même du Père Noël est en péril. Et il y a un jeune garçon qui va révéler ses pouvoirs parce que oui, c'est lui le Père Noël, il descend d'une lignée de Père Noël et il faut que certaines conditions soient réunies pour que ses pouvoirs se réveillent et franchement ça détonne, c'est très barré mais on voit toutes les thématiques en fait que ça soulève sur le vieillissement de la population, sur la place qu'on donne aux enfants, sur à l'imaginaire des enfants aussi. Qu'est-ce qui est important ou pas de transmettre comme valeur et donc c'est cette fameuse école qui est un ancien comment on appelle ça department store, un grand un grand centre commercial, même un grand magasin, tu vois, de l'ancien des années 1900 etc. qui en fait a été transformé en école privée de super élite pour préserver ces enfants si rares, cache vraiment des mystères très très dark, très, très sombres, et tout ça sous la houlette d'un directeur qui ne veut absolument pas vieillir et qui est affreusement terrifiant, quoi. Paru Itagaki a prévu son récit en 16 tomes. Oui. Déjà 16, ouais, c'est précis, d'accord. Parce que moi en plus de tout ça, moi ce qui m'a plu, c'est surtout qu'on est dans un monde très bizarre. Déjà, il y a, comme disait Julie, il n'y a pas beaucoup d'enfants. En vrai, c'est marqué dans le livre, il n'y en a que 50 000 dans tout le Japon, donc ça représente 0,1% de la population. Et en gros, on est au fil des pages, elle nous donne des informations qui nous dit c'est quand même bizarre. Genre, l'hiver, ce n'est plus en décembre. Ça a été décalé, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un gros problème, c'était décalé. Donc les enfants, il n'y en a plus. Ça aussi, on ne sait pas pourquoi, mais on va le trouver. Et les gens ne savaient plus ce que c'était Noël. Donc j'avoue, il y a des petites informations disséminées comme ça au fil des lectures. Tu fais bon, on n'est pas dans un monde normal. Sanda, c'est aux éditions Kiun. Parlons maintenant d'un des maîtres du manga qui est de retour avec un manga très, très célèbre au Japon, très célèbre auprès des mangaka au Japon. Il s'agit de Jun de Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori, c'est le père de Cyborg 009 par exemple. Et de tout un tas d'autres mangas. C'était le deuxième mangaka moderne après Tezuka. C'était le premier assistant de Tezuka qui est devenu Eternal Loser. Ouais, juste aussi célèbre. Oh, ça va. On parlait des Sentai, les Sentai lui doivent beaucoup. Hein. Oui, les premiers Kamen Rider et tout. Exactement. Allez, je m'excuse. Bernard Minet. Ouais, excuse-toi. Regarde-le bien dans les yeux quand tu le dis. Avec Jun, on est sur un manga totalement expérimental. On va suivre Jun, un jeune homme qui aspire à devenir mangaka dans un voyage onirique à travers les mondes, à travers ses réalités. On brise le quatrième mur, on brise les planches, on s'amuse tout du long dans ce manga qui est clairement pas grand public du tout. Mais alors, si t'es auteur de BD... c'est pour Robin.
Ouais, bah, par exemple, ouais. Mais si t'es auteur de BD, ce manga, tu vas juste pas comprendre ce qui se passe en le lisant, quoi. Ah oui. Ah ouais, clairement. Ça donne envie de le lire. Et c'est une très très grosse référence pour beaucoup de mangaka au Japon. Donc gardez un œil dessus. Ça devait sortir là en ce début d'année, c'est repoussé à mars-avril. On n'a pas encore la date. C'était juste avant l'enregistrement que j'ai découvert le report de ce titre. Donc j'ai pas la date précise, mais voilà, au printemps. Ne manquez pas June de Shotaro Ishinomori. Dernier titre un peu fantasy ou un peu fantastique avec une fable sur l'acceptation de la différence. Ça s'appelle Louvre aux éditions au label Renard du Renard Doré. Une fable sur l'acceptation de la différence où un frère et une sœur vivent isolés à cause de la malédiction qui a donné à la petite sœur un physique de louve. Et ensemble, ils sont bergers dans une montagne abandonnée où jamais personne ne va. Ouais, et c'est très beau, c'est très doux. Le dessin est vraiment presque enfantin et encore une fois on se dit c'est peut-être grand public et en fait pas du tout. Je pense qu'il y a des thèmes qui sont abordés qui parlent vraiment de choses très sombres, que ce soit la guerre. Je me suis vraiment posé la question si ce manga était pour enfants ou pas. Ah non, c'est seinen. Normalement c'est oui, c'est un seinen. Ouais. Et c'est un peu étrange que ça soit ce label qui le récupère, mais bon, pourquoi pas, parce que je pense que effectivement graphiquement il correspond à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils aiment mettre en avant, mais le propos est vraiment, comme tu disais, sur l'acceptation de la différence, et ça va même encore plus loin parce que y a des passages où clairement c'est un garçon qui à peine on ne sait pas quel âge il a, parce qu'il a des traits très enfantins, mais il vit seul depuis très longtemps. Il a élevé ce bébé qui est une espèce de louve monstrueuse qui fait 3 fois sa taille, qui se cache derrière des cagoules, tout ça pour pas qu'on voit à quel point elle est différente. Et lui, il soutient mordicus que c'est sa sœur, et il doit affronter le regard des autres villageois qui est pas bienveillant. Comme on peut s'en douter. Mais ils ont un petit chien trop mignon. Ah ouais, Tété, elle est trop bien. Louvre, c'est donc aux éditions Rue de Sèvres, label Renard Doré. Ça sort le 12 mars prochain. Encore une petite salve de fantastique. Parce qu'on a essayé de grouper les mangas, mais en fait, Allez. on a pris quasiment que du fantastique. Le camion du fantastique. Donc on en a encore 5 autres là si vous voulez, et on commence avec Dead Account, l'histoire d'un streamer controversé qui utilise ses revenus pour payer les frais médicaux de sa sœur qui est très malade, mais en fait il se retrouve impliqué dans une guerre contre les esprits numériques. Ouais, exactement. Alors, déjà sur ce bouquin, premier truc qui m'a un peu sauté à la gueule, l'auteur a décidé de prendre Asta de Black Clover, et je sais pas pour combien de temps ça va passer par contre, parce que t'as pas le droit en point de vue du droit. Il tu fait peux des pas extras. Non, c'est pas le perso. même. Mais attends, il a fait un autre truc encore mieux, cet auteur. Puisque son manga précédent s'appelle Real Account. Ouais. Là, il a décidé d'avoir un manga qui s'appelle en titre international Dead Account. Il n'y a aucun lien. Déjà, c'est sympa de faire un petit big up à Real Account, parce que c'est une série dont j'ai jamais parlé dans le podcast, alors que c'est un des deathmatch que je trouve vraiment bien. Il a cette particularité au bout d'un moment de proposer autre chose qu'un deathmatch et d'aller sur un autre type de scénario. Donc c'est un récit que j'ai toujours bien aimé. Alors là, effectivement, ils ont cherché le rapprochement un petit peu forcé, on va dire, mais effectivement, les deux bouquins parlent de réseaux sociaux. Là, c'est assez intéressant parce qu'il aborde un sujet que j'ai l'impression que tout le monde fait un peu semblant de ne pas voir. C'est que d'ici très peu de temps, il va y avoir plus de comptes morts sur les réseaux sociaux que de comptes vivants, et c'est une galère absolue de supprimer le compte de quelqu'un qui est décédé. On te demande des justificatifs et tout, et je trouve que c'est une thématique qui est limite un peu en avance et que j'ai trouvé plutôt cool. Alors moi je pensais que c'était un deathmatch comme Real Account, mais c'est pas vraiment ça. On est plus dans un épisode de Black Mirror au début, où on parle de possession de téléphone, de possession, on va dire, fantomatique de téléphone. On va se tourner vers une école de formation et avec finalement, les gens qui ont voilà, des pouvoirs, etc. On se tourne. En fait, le petit twist de ce manga, c'est que les téléphones sont possédés par des fantômes, et donc les gens sont possédés par des fantômes. Et je trouve que c'est hyper intelligent d'avoir réactualisé le mythe du fantôme avec un objet aussi moderne. Dire par exemple qu'il se manifeste uniquement dans les lieux
empli d'émotions négatives. C'est ce qu'on dit beaucoup pour les fantômes. Le téléphone, c'est la continuité parfaite de cette légende, je trouve. Et c'est une utilisation qui est très maligne du téléphone portable. Après, comme tu dis, on part sur un truc très école, je vais devoir apprendre à gérer mon pouvoir et compagnie. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver cet auteur parce que je trouve qu'il a un trait très efficace déjà. Et honnêtement, ayant lu Relacount, je sais qu'il faut s'attendre à des surprises. À noter que sur Relacount, il était que dessinateur. Après, souvent, ils prennent le board en général. Oui, parce que là, ça ressemble choses. beaucoup quand même. Hein. Même sur le ton et tout, ça ressemble beaucoup. C'est ça. Et sur Dadacount, il est tout seul. En tout cas, dans les crédits, il est tout seul. C'est aux éditions Kurokawa et ça sort le 13 mars prochain. Autre manga de notre liste. Souvenez-vous de notre top 2024 de nos meilleurs mangas. Il y avait un titre à la 7e place qui s'appelait Yan, signé Shang Sheng. Shang Sheng, on l'a vu la semaine dernière au festival de la bande dessinée d'Angoulême et donc il revient avec un nouveau titre qui s'appelle Baby, l'histoire d'Elisa qui est infectée par un parasite qui transforme les humains en monstres mécaniques et elle cherche à survivre à tout prix. C'est un récit post-apocalyptique. Et c'est un récit qu'il a écrit avant Yann, et pour être précis, 12 ans avant. Et je vous le dis parce qu'en fait, on le voit assez vite, parce que moi, j'ai lu le premier tome, qui est aussi imposant que Yann, c'est 330 pages, donc un bon gros pavé. Mais on voit que c'est un peu foutoir en lisibilité, et le dessin est un peu old school pas mauvais, hein. Bien sûr, parce qu'on sent par contre énormément d'inspiration Urasawa, ce que j'avais pas forcément avec Yann, mais là clairement il y a des persos, il y a des nez, tu dis c'est Urasawa qui a dessiné quoi. Mais en fait non, c'est Shang Sheng. Mais en vrai, c'est assez bien, ça reste toujours un bon cocktail d'action et c'est toujours cool de toute façon de découvrir une œuvre d'un auteur qu'il a fait auparavant quand on a aimé Yann quoi. Et dans les points communs, l'héroïne badass. Ouais. Et oui, les héroïnes, très fort, les héroïnes, parce que j'ai l'impression qu'à chaque chapitre, il met une nouvelle héroïne. J'ai même vu un petit côté gun au niveau des monstres. Tu sais, ces monstres avec des attributs humains et tout. Tu sais, ces mélanges où toi, quand tu les vois, t'es déjà mal à l'aise parce que tu sais qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est genre une tête d'homme avec un corps de squelette robot, de squelette araignée, pardon. Et tout de suite, ça m'a mis dans une ambiance très cyberpunk alors que ça l'est pas, tu vois. Ça sortira le 2 avril prochain aux éditions Glénat. Lilyman est un enjeu aussi, je pense, pour son éditeur Kiun. Lilyman, c'est un manga de dark fantasy où un sujet de laboratoire développe des capacités surhumaines et lutte pour réaliser ses rêves malgré sa transformation en mi-homme, mi-succube. Vous allez voir, le début, c'est Promise Neverland version seinen. C'est Starving Anonymous. Donc. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est beaucoup plus proche scénaristiquement, en tout cas, de Promise Neverland. Ils sont vraiment enfermés en pensant qu'ils vont pouvoir sortir à un moment. Exactement, et ils servent de nourriture et ainsi de suite. Écoute, moi je suis content. J'avais pas de Starving Anonymous cette année, donc j'ai eu ma dose de titres bien violents, bien amoral. Sur le dessin, je trouve que c'est hyper sympa. Tout n'est pas égal, mais il y a des vraies propositions au niveau des plans, au niveau des cadrages. Et j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Plus j'ai avancé et plus j'ai vraiment bien envie de savoir la suite. Alors évidemment, c'est avis aux amateurs de gore, d'amoral, de ceux qui ont l'habitude de Gantz, de Tokyo Ghoul aussi, de Tokyo Ghoul, il y a une grosse mouvance Tokyo Ghoul, ne serait-ce que parce que tout le monde dans la société sait que des succubes existent et que ça peut arriver. Non, franchement, il y a des très bonnes idées graphiques. Un peu de Jagan dedans, par moment. Oui, aussi. Un peu de Jagan pour le côté malaise, en tout cas il y a du côté de Jagan, mais les combats sont déjà hyper impressionnants, je trouve. Dans le tome 1 il y a des coups, tu sens la puissance vraiment qui tombe, donc moi il m'en fallait pas plus. Donc avis amateur du gore, de la morale et du noir, de la sombritude, de L'(amoral, c'est ce que tu veux dire. de la morale. Non mais je précise. Allez-y, foncez, c'est vraiment un titre très défouloir, très très cool. Et qui est déjà dispo avec le tome 2 qui sort le 6 mars prochain. Kiun également pour ce titre, mais alors là on change totalement d'univers. Coloré, créaré. Une épopée douce et onirique où une jeune femme est envoyée auprès des rares enfants de ce monde pour les aider à l'explorer. Il y a une île céleste, des paysages enchanteurs et des créatures mystérieuses, notamment un chat géant. Et c'est adorable. Ben oui. Et en fait, c'est dessiné, tout ça a été imaginé par Amano Kozue, qu'on connaît grâce à Aria The Masterpiece, à Manchu. Et donc, on reste en fait dans cet univers-là.
Et on découvre d'autres facettes, et notamment les enfants. Élever des enfants dans cet univers onirique qui mélange des choses ultra modernes, des scooters, comment on dit, qui volent dans l'air, des îles suspendues, mais également beaucoup de choses plus traditionnelles. Je vais dire très dangereux là pour le moment, pour élever des enfants. Ouais, oui, justement. C'est un défi. C'est un défi. Et c'est adorable parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment donner confiance à ces petits bouts de chou pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils fassent des choses incroyables qui leur paraissent incroyables du haut de des 3 pommes qui sont la hauteur de leur petit corps, quoi. Et en plus, le dessin est ouais, magnifique. ce que je vais dire. Dessin, meilleur argument de ce manga. Coloré, Créare, ça sort cette semaine aux éditions Kiun et c'est donc signé de Kazuo Amano qu'on connaît donc pour Aria ou Amanchu également aux éditions Kiun. On finit après Coloré, Créare. Je me suis dit je vais prendre l'exact opposé, le truc le moins Il est mignon coincé possible. Entre les deux. Ah non mais alors là c'est encore plus horrible et Crado. Ça s'appelle Serial Killer Land, c'est le nouveau thriller de Nakuto Koike qui a fait 6000 notamment et pas mal de titres assez sympas. C'est un thriller psychologique où est Réminé, un garçon qui est le seul survivant d'un drame familial, étudie les tueurs en série pour comprendre un peu leur psychologie afin d'écrire un roman pour essayer d'évacuer le meurtre auquel il a assisté quand il était enfant, le meurtre de sa maman. Et en fait ça se transforme en Highlander de Serial Killer. Oh là. Serial Killer Land. En fait, c'est ça le titre. Crade, quoi. Là, ça me plaît. Tu te dis, mais alors d'où vient ce titre Serial Killer Land? Tu lis tout le tome 1 et à la fin, tu comprends, tu fais OK, ils sont plusieurs. C'est un All-Star Game de tueurs en série. C'est un. Sans lire le tome 2, je suis pas certain que c'est un All-Star Game de tueurs en série. Sauf que, franchement, c'est pas montré. C'est juste dans les dialogues que c'est horrible. Et il y a des moments où t'es pas bien. Enfin, t'es pas bien. C'est ce que le titre cherche à faire. Attention, c'est pas. Créer du malaise. Et il y arrive très très bien. Et c'est un thriller qui t'intrigue vraiment sur la fin du tome. Tu te demandes vraiment dans quelle direction ça va aller. Serial Killer Land, à ne pas confondre avec Serial Killer Isekai qui sort aussi cette année. Ah oui. Aïe, attention. Ne vous trompez pas. Il y a des serial killers. Ah, mais je suis con, j'aurais dû le lire celui-là, ça avait l'air vachement bien. Ah t'as encore une année bien. pour lui donner une bonne note. Non, c'est fini maintenant. Non, mais voilà, t'as loupé ton manga. Nokuto Koike, c'est 6000, c'est Les Oubliés, c'est quelques titres comme ça qui sont sortis aux éditions Komiku. Donc celui-là, si vous aimez ce genre de titre, si vous aimez les thrillers, ne le ratez pas. Voilà pour notre sélection de ce début de cette année, de ce début d'année. On l'a fait. Ouais, attends, on a encore une quinzaine de titres parce qu'en tout début d'émission, tu te souviens, on a utilisé le mot réédition. Oui, mais ça compte pas du coup. Ouais, ça compte pas. On va quand même dire ce que vous allez pouvoir trouver en réédition sur ce début d'année. On a fait une sélection. Encore, on n'a pas tout mis tellement il y en a. Pandora Hearts est déjà sorti, le tome 1. À quoi ça ressemble ? C'est rouge, ça brille, c'est vernis sélectif. Ça ressemble un peu à Aria Non. C'est moins épais. C'est un peu moins épais. C'est différent. J'ai l'impression que le format est quand même un peu plus condensé, mais c'est très joli. Moi, j'aime bien la couve. Est-ce que vous avez vu à quoi ressemble aussi la réédition du manga Family Campo Tsukasa Ojo de retour avec ce titre qui est quasiment, je pense, mon titre préféré de Tsukasa Ojo. Moi aussi. C'est une édition perfecte. Ouais, mais en fait, c'est comme les City Hunters. Si vous avez vu les City Hunters, on est dans la même famille. Doro et Doro est de retour également. Là aussi, c'est déjà sorti, le tome 1 de Doro et Doro. Petite peau de croco. Sur comme dans les premiers tomes de la première édition au final. Et puis mieux imprimé et puis non, je sur préfère du papier blanc sur du papier blanc clean, joli, ça bave pas. L'Atelier des Sorciers revient aussi dans une nouvelle édition, la réédition, alors que la série n'est pas terminée. C'est presque une nouveauté, oui, mais après ça envoie des paillettes plein les yeux là. Je pense que les représ de chez Pika, je pense qu'ils vont le traiter vraiment comme un tome 1, comme une nouveauté de tome 1 quoi. Une nouveauté à un autre tarif quand même. Ouais, mais une nouveauté où il y a une expo à Angoulême. Tu t'adresses à d'autres gens quoi. Moi je pense qu'ils en attendent beaucoup en tout cas.
Bah oui, je pense. De toute façon, ils auraient pas mis le paquet à ce point Non, dans ça, la c'est clair. fab, tu vois. Puis dans l'expo qu'il y avait à Angoulême également. Sing Yesterday for Me va revenir cette année. Ça, c'est plus confidentiel. C'est une autrice qui a jamais commercialement performé. Après, c'est peut-être pas non plus le but de tous les mangaka de commercialement performer, mais c'est aussi magnifique. Kei Toumé, donc, qui est de retour avec Sing Yesterday for Me. Le tome 1 est d'ores et déjà disponible. Ouais, mais en fait, elle était un peu revenue déjà en 2024 avec Jimbocho Sisters. Ouais. Et faut pas oublier que quand même Kei Toumé, c'est une des grandes potes de Samura. Et quand on regarde bien les couvertures, on comprend pourquoi. Il y a des liens directs. Ils ont eu le même cours de peinture à l'huile. Non, c'est vrai, ils avaient le même prof et tout. Chez Delcourt également, on va retrouver la réédition d'un manga de Taiyo Matsumoto avec Frères du Japon, qui s'inscrit dans la collection de ce qu'on trouve en Matsumoto. Oui. Et puis bon, après c'est Matsumoto. Hein. Je pense que ça vaut déjà rien que son nom est une espèce de laissez-passer pour votre imagination et une invitation à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Vous êtes fan de Crunchyroll, peut-être. Vous êtes fan de Chainsaw Man. Alors je détestais. Si vous êtes fan de Chainsaw Man, vous êtes peut-être passé à l'époque à côté de l'un de nos meilleurs mangas de l'année. On a même fait une émission dessus qui s'appelle Fire Punch, le manga précédent de Fujimoto. Et là, il va pas falloir rater la lecture puisque ça ressort en édition double. Ouais. Et pas cher, hein. 3,29 €, ça va. Pour un tome double ? Ouais. Oui. Bon, je trouve que franchement, il y a des éditions perfectes à 17 €. Moi, ça fait mal au budget. Hein. C'est vrai. Moi, honnêtement. C'est même pas ça lui fait mal, ça fait mal au budget. Oui. Le budget est une entité nourrie de budget. Fire Punch, ça sort donc au mois d'avril. Autre bizarrerie de ce marché. Bizarrerie, je sais pas finalement. Mais Crayon Shin-chan ressort en France aux éditions Mangetsu. Défi. Ça fait peur, mais bon, je veux dire, comme l'a écrit Mangetsu sur son site, c'est vraiment un phénomène culturel très très important, Crayon Shin-chan. En tout cas, au Japon, c'était vraiment une icône des années 90. Et en plus, l'histoire est terrible, puisque en fait, l'auteur, donc Yoshihito Usui, avait vraiment eu un accident de montagne. Et il était mort de façon accidentelle, complètement inattendue. Enfin, il était encore jeune, il a été encore dans plein de projets et ça avait été un sacré choc quoi. Il était juste parti faire du camping, du trekking et il n'était pas revenu quoi. Enfin, donc là il propose de découvrir donc son œuvre culte qui est Crayon Shin-chan, qui est vraiment un gamin insupportable ou à la limite de Denis Lamalisse parce que qui faisait la danse de l'éléphant. Et c'est vrai, il avait pas de tabou, il était très à l'aise avec son corps et il faisait des blagues de grand alors qu'il les comprenait pas. Ouais, mais comme tous les petits garçons de 5 ans finalement. Et il y a je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas au Japon, qui ont de la tendresse pour ce petit garçon qui connaissent depuis leur enfance, tu vois. Mais c'est vrai que nous, ça va être un défi. Ouais. Ça va être un défi, ouais. Mais regardez, si vous voyez pas du tout de quoi on parle, tapez Crayon Shin-chan sur Google et regardez l'image. Je pense que vous avez déjà vu, vous avez déjà vu passer ça il y a quelque déjà eu part. une édition en France, ouais, bien moi sûr. j'en ai déjà lu. Et c'était un défi de le traduire parce qu'il y a blague sur blague sur blague. Il doit y avoir des jeux de mots. Oui. Et je pense que maintenant, on a en plus les années qui se sont cumulées. Et donc, il y avait des blagues sur les stars de l'époque ou sur les phénomènes de l'époque. Donc, c'était les années 90, la bulle qui allait éclater bientôt. Enfin, il y avait plein de blagues sur les Yakuza. Enfin, alors que c'était un petit garçon dans sa vie de tous les jours avec son papa, sa maman, sa petite sœur. Et tous les ans, au Japon, il y avait des dessins animés comme Doraemon, comme Conan, le détective Conan. Enfin, c'est vraiment un personnage aussi culte que ces deux-là. Quoi. Et ça sort au début du mois de mars. Un mois après, il y a un titre qui était devenu quasiment introuvable en occasion, qui ressort dans une nouvelle édition. Il s'agit de Hellsing de Kota Hirano. Et voilà. On sent le mec qui a essayé de les acheter. J'ai enlevé mes tomes qui étaient à 150 €. Je déconne, je les ai toujours à la maison moi en plus. Il déconne pas du tout. Ouais. Si. Ah, moi je suis contente. J'en ai que 3 moi. Ah.
Hellsing, c'est cool. Prochaine Hellsing, étape, c'est vraiment cool. C'est grave Trigun. cool. Ah ouais. C'est quoi, T'as des prochaine- espoirs, c'est ça? Ouais, je sais pas. Tu veux passer ta liste au Père Noël? Mais Hellsing, il y en a combien? Parce que ah non, je confonds avec Priust. Putain, il y a tellement de trucs de ces mangas-là qui n'existent plus, là, qui n'ont jamais été réédités. Mais à la base, ouais, c'était 10 volumes, Hellsing. 10. ok. Ouais, c'est ça, c'est pas une série si longue. Non. Mais Il est l'auteur pas- était venu en France Ouais. à Japan Expo à Ouais, l'époque. je me rappelle de cette tranche rouge avec Exactement. le truc noir. Donc début avril, la réédition de Hellsing. Ensuite, mi-avril, on arrive sur Samurai Deeper Kyo. Il y a des éditeurs qui ont écouté une certaine émission, certains podcasts, Je ils se sont pense. dit mais ces mecs ont raison. Ce tome 1 est génial. Mais ils avaient déjà fait une édition perfecte de toute façon. Là, c'est la Non, ils Star. avaient fait une édition double. C'était édition Oui, double. ouais. pardon, édition double. Et là, c'est la Star Edition. Donc, c'est même pas l'édition perfecte parce qu'ils avaient fait la même chose avec Slam Dunk. Il y avait la Star Edition de Slam Dunk et après, il y avait l'édition perfecte. Donc, peut-être qu'il y aura l'édition perfecte dans un an de Samurai. Peut-être. Alors ça, j'y crois Ouais, pas. moi non plus. Le mec, il tente des trucs, tu sais. Qu'est-ce que- Et à la fin, il va faire. Personne s'en souviendra. Je dirais que j'avais raison. Qu'est-ce que tu fais, Max? Toi, tu gardes ton édition ou tu vas sur la nouvelle? Mon La nouvelle édition est bien. simple et double mélangée. Bah oui. Ah ouais, t'as les deux. Ah ouais, mais Non, c'est même mélangée. pas. Oui, c'est même pas la même hauteur. Si, 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 c'est si, la même. c'est Ça la- regardait la même hauteur. mais Ouais, c'est- ouais, bien sûr. Moi, j'hésite parce que j'ai tous les tomes simples, mais par contre, ils sont vraiment défoncés, quoi. Ah Ils ouais, sont bah jaunes. oui. Ils sont jaunes. Je me dis, Ouais, c'est je un peu comprends. c'est un peu le moment peut-être de faire une Franchement, mise à jour, quoi. ouais. Manga de mise à jour. l'époque. Sorcière Yes. va ressortir, titre de Daisuke Igarashi, qui Ah, est c'est- un manga culte pour aussi beaucoup de gens. Mais c'est magnifique. Il faut l'acheter. Vraiment, il n'y a pas d'autre. C'est Daisuke Igarashi avec sa vision très mystique des choses et qui mélange, encore une fois, plusieurs histoires. Avec des femmes, des sorcières qui partagent ou qui s'affrontent, alors que nous, on vit notre vie de tous les jours, quoi. Et moi, j'aime bien qu'ils juxtaposent des choses qu'on voit pas, qui sont magiques, et nous qui sommes dans les transports, dans les métros, et ça marche bien. Cette édition de Delcourt Tonkam aussi, comme la moitié des rééditions de cette année. Du boulot. Puisque cette année sort aussi Le Roi Léo de Tezuka. Ça y est, on commence à avoir tous les on a un grands Tezuka. titres de Tezuka. Yes. Ouais. Aussi Yaiba, c'est la première série de l'auteur de Gosho Aoyama. Détective Conan, Ouais. exactement. Ça arrive en anime, du coup, off réédition. Bah voilà. Ouais. On parlait de Yasuhiko la semaine dernière dans l'émission sur les rééditions. Là, c'est une réédition et il s'agit de Jeanne d'Arc, sous la plume de Yasuhiko, qui arrive aux éditions Naban cette année. Cet été, on aura aussi la fameuse Perfect de Berserk que tout le monde attendait avec impatience. C'est prévu pour cet été. Et puis ensuite, on aura également aux éditions Naban Subaru, par l'auteur de Capeta, qui est de retour. Oui, non, mais tu sais, cette c'est année dans les une nouvelle mangas édition. chelous de Max, les mangas de sport, Clément Capta, c'est sur la course, je crois, c'est ça? Oui, Non, Capeta, pas du tout. c'est... Non, c'était pas c'est ça. Capeta, oui. Capeta, oui, Ouais, mais Capeta, ouais. Subaru, moi, je... Bah, Subaru, c'est un truc de voiture, ça. Mais t'inquiète. non, c'est de la c'est la danse. danse. Mais oui, c'est Danse vers les étoiles. C'est Subaru. Oui, Mais oui. d'accord, oui. Attends, Je- Capeta, c'est des voitures et Subaru, c'est de la danse. Ok. La danse classique. C'est vrai qu'il y a Évidemment. moyen de se faire avoir. T'as Évidemment, raison. mais enfin, c'est évident, Kanye. Mais ouais, c'est pas mal aussi. Hein. Et C'est très Boeing, prenant et... Non. Et niveau pour Subaru, en tout cas pour niveau graphisme et tout, ça prend bien au trip. Je veux dire, c'est pas la danse classique Tiedas. Non, c'est autre chose. C'est la passion avec un grand P. C'est quoi la danse classique Tiedas? C'est le modern jazz? Non, mais non, justement, le modern jazz, c'est pas de la danse classique. C'est moi en boîte. Oui. Tu veux pas me voir danser, c'est tout. Ok, Ok, d'accord, j'arrête, ça va. Merci d'avoir écouté cette émission. Merci de nous avoir suivis sur notre quarantaine de mangas dans ce spécial Star de l'année en 2025. Vous avez de quoi faire. Là, vous avez un petit panorama. Ah Comme ouais. vous avez compris, vous devez tout acheter en double. Vous pouvez réfléchir, vous avez le temps. Surtout Tant que qu'on vous parle de achetez après. titres qui vont sortir dans 4 ou 5 mois, donc vous avez le temps de voir venir aussi, le temps de voir venir l'envie de lire ces titres, mais au moins vous avez déjà un premier point sur pas mal de sorties. Oui, et puis nous aussi, nos notes, elles vont peut-être évoluer, elles vont sûrement évoluer sur ces titres avec les prochains tomes et compagnie. D'ailleurs, un de ces quatre, ça serait intéressant de miser en début d'année sur des titres et en fin d'année. Tu veux dire de l'argent, Ok, du je me vrai suis argent. trompé, je me suis chié dessus, tu Non, vois. mais tu veux miser du vrai argent. c'est Non, ça. mais non, pas de l'argent. On l'avait fait il y a 2 ans, on a fait une émission, on était Ah revenu oui, sur c'est nos vrai. coups de cœur. C'est vrai, ouais. Oui.
Oui, Et, mais sur les coups de cœur, mais pas sur ceux qui s'étaient écroulés, tu vois. Moi, je pense que l'intérêt de cette émission, c'est que vraiment chacun assume son. Ah non, c'est complètement parti en vrille celui-là. Je l'ai vraiment J'avais pas mal vu choisi venir. et tout. Il y a très très longtemps, je pense que j'avais mis genre 20 sur 20 à Mob Psycho 100. Oui, ça c'est sûr, je me rappelle très bien. J'étais assis dans mon canapé à Saint-Ouen et je te regardais avec ton masque là, Mob Psycho 100. Je fais, Des mais délieux. arrête Max, Mob Psycho 100. C'est vrai que c'était ton titre. Mais moi, j'avais C'était eu le titre de Canal avec la chanteuse pop star. oui, Full Night. Ah, j'avais misé là-dessus, il avait misé. Mais c'était sympa, hein. Alors, en vrai, le twist. autant Mob Psycho 100 c'est trouvable, il y a eu un animé et tout Oui. ça. Full Night c'est même en arrêt de com. Ouais, oui. Alors que le twist, il était bien, moi j'ai bien aimé. Oui, mais c'est la suite qui était pas. Et ben voilà, c'est un Voilà. très bon thème. Après le twist, il faut faire gaffe. Mais j'ai envie de faire des émissions où j'assume, tu vois, vraiment, genre, ah non, c'était nul. Pardon, désolé les écouteurs. Ah, c'est- non, c'est- tu On va t'excuses. faire ça alors, on va voir qu'est-ce qu'on a Émission vendu excuse. et qu'est-ce Les qu'on n'a pas marronniers. assumé jusqu'au bout. La semaine prochaine, on se retrouve pour une petite émission vacances, une petite émission libre antenne avec vous dans cette émission à nos côtés, enfin à nos côtés à distance quoi. Venez tous. Il y aura un micro pour chacun. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Bonne semaine à vous. Ciao, salut. Merci. Bonne soirée. Merci.